Bientôt 14 h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV pour Non-Stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette marche blanche qui est organisée cet après-midi à Argenteuil en la mémoire d'Alisha, 14 ans, retrouvée morte après avoir été battue et jetée dans la Seine lundi. Deux de ses camarades ont été mis en examen pour assassinat. Nous sommes sur place avec Antoine Forestier, on en parle en plateau avec nos invités. Jérôme Salomon était l'invité exceptionnel de BFM TV ce midi. La situation a tendance à se dégrader en Ile-de-France. S'il faut confiner, on le fera. Le confinement n'est pas tabou, indique le directeur général de la Santé. Le transfert de patients n'est pas un échec, ajoute-t-il également. 3 nouveaux patients atteints de Covid-19 évacués aujourd'hui d'Île-de-France en direction d'hôpitaux de l'ouest du pays, à Bordeaux et à Nantes. Le porte-parole du gouvernement a participé à l'un des convois et annonce une centaine de transferts la semaine prochaine pour désengorger les établissements franciliens. Et puis dans le 18e arrondissement de Paris, un policier a tué par balle un homme qui l'avait menacé avec un couteau lors d'une agression aux circonstances encore floues. À ce stade, pas de caractère terroriste. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête. Laura Tapiro est sur place pour BFM TV. C'est un drame qui a marqué les esprits et ému beaucoup de Français lundi dernier à Argenteuil. Alisha, 14 ans, est morte après avoir été tabassée puis jetée dans la Seine par deux de ses camarades. Une marche blanche a lieu aujourd'hui pour lui rendre hommage. Départ devant le lycée Cognac-G où était scolarisée Alisha. C'est là que vous vous trouvez, Antoine Forestier. Antoine, cette marche a lieu dans une ville toujours traumatisée par ce drame. Oui, on le ressent bien ici où déjà des centaines de personnes sont rassemblées. Le point de départ de cette marche blanche, c'est le lycée Cognac-G où était scolarisée la jeune fille. Ils sont déjà plusieurs centaines présents ici. On attend peut-être plusieurs milliers de personnes cet après-midi. Ils vont se rendre jusqu'au parc des Berges, à peu près 500 mètres d'ici, où il y aura des prises de parole uniquement réservées à la famille, le père et la mère d'Alisha qui devraient s'exprimer si ils s'en sentent capables. Sinon, ce sera certainement le cousin d'Alisha qui s'exprimera. La famille qui est très soudée, très solidaire, nous disait le maire de la ville tout à l'heure. Ils ont d'ailleurs organisé toute cette marche blanche. Il y a des t-shirts qui ont été imprimés sur lesquels on peut lire Stop harcèlement et justice pour Alisha. Une marche blanche qui ne devrait plus tarder à partir désormais du lycée Cognac-G où nous nous trouvons actuellement. Il y aura énormément de monde cet après-midi. Merci Antoine Forestier avec Anthony Brault à Argenteuil. Évidemment, on continue de suivre avec vous cette marche blanche tout au long de l'après-midi. En plateau, on en parle également avec nos invités. Bonjour Emmanuel Masson. Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Également avec nous en plateau Jean-Pierre Bellon, ancien professeur de philosophie, fondateur de l'Association pour la prévention du harcèlement, puisqu'il en est question dans le fond de cette affaire concernant la victime. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est également avec nous. Pour commencer, Emmanuel Masson, on sait, vous n'êtes pas encore habilité à parler de cette affaire. Elle est toujours en cours d'instruction. C'est une affaire hors norme tout de même, exceptionnelle, par la jeunesse de ses protagonistes notamment, des faits qui concernent des mineurs. Est-ce qu'il y en a finalement beaucoup en France ? Des mineurs qui sont impliqués dans des affaires criminelles. Alors bien sûr que déjà la délinquance des mineurs ne représente pas la plus grosse partie de la délinquance en France. Ce sont les majeurs qui sont les plus délinquants. Quant aux mineurs, vous avez actuellement 792, pour vous donner un ordre d'idée, au 1er février, vous aviez 792 mineurs qui étaient détenus. Pour autant, ils ne sont pas détenus dans des affaires criminelles. Loin de là, la plupart sont détenus dans des affaires plutôt délictuelles. Voilà. Mais ces faits-là, ces faits criminels, restent bien entendu exceptionnels et c'est à peu près 1% des affaires criminelles qui concernent des mineurs. L'écrasante majorité ont entre 16 et 18 ans. Des mineurs en dessous de 16 ans, c'est très rare. Et une jeune fille de 15 ans en prison, c'est extrêmement rare. Oui, parmi les mineurs détenus, ce que j'évoquais tout à l'heure, vous avez 5% de jeunes filles. Donc c'est effectivement une minorité très faible dans cette minorité déjà de personnes détenues. Jean-Pierre Bellon, on le disait tout à l'heure, cette jeune victime de 14 ans, Alisha, sa mère déclare qu'elle était victime de harcèlement scolaire. En France, ce sont environ 700 000 adolescents, jeunes qui sont concernés par ces faits. En quoi ça consiste exactement ce phénomène de harcèlement scolaire ? Parce qu'on peut le dire, il est peut-être aussi amplifié aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Oui, c'est de l'ordre de environ un élève sur 10 qui serait victime d'un ensemble de petites choses, répétition. Ça commence par des moqueries, ça commence par un surnom, ça commence par une mise à l'écart. Très souvent, de la part d'un groupe, la plupart du temps, ce sont les plus nombreux contre quelqu'un d'isolé. Et justement, le fait que ça soit un groupe place la victime dans l'incapacité de se défendre par elle-même. C'est les 3 caractéristiques par lesquelles on définit le harcèlement: sa répétition, l'effet de groupe et la difficulté à se défendre. Est-ce qu'il y a un profil type des harceleurs et des harcelés ? Il n'y a de profil type ni des victimes ni des harceleurs. Les victimes, comme toutes les victimes, elles se sont trouvées placées au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'y a pas c'est pas le plus petit, c'est pas le plus grand, il y a des plus petits qui sont harcelés, mais il y a des plus petits qui ne sont pas harcelés, et inversement. Donc il n'y a pas de profil de l'élève victime. Quant au harceleur, sans doute y a-t-il à la base celui qui sera un petit peu plus méchant que les autres et qui va trouver le surnom qui fait mal ou la blessure qui atteint, mais je crois que c'est Primo Levi qui disait les monstres existent mais ils ne sont pas assez nombreux pour être dangereux. C'est parce qu'il y a la répétition de tous les autres que ces petites choses deviennent parfaitement insupportables pour ceux qui les subissent. Emmanuel Masson, les 2 auteurs présumés, ils sont âgés de 15 ans, ils sont actuellement mis en examen pour assassinat. Alors, les faits sont passibles de 20 ans de prison et non pas de la perpétuité parce qu'ils ont l'excuse de minorité. En quoi ça consiste ? Alors, cette excuse de minorité, elle consiste à tenir compte de cette minorité, de la particularité du fait d'être un mineur et de la conscience qu'on peut avoir de ses actes. Et donc, la peine encourue est plus limitée pour un mineur. Cette excuse de minorité, elle est obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans quand ils comparaissent devant une juridiction. En revanche, la cour d'assises pour des mineurs de plus de 16 ans peut écarter cette excuse de minorité, mais elle doit motiver en quoi on ne tient pas compte de la spécificité de cette minorité et de cet âge. Merci beaucoup Emmanuel Masson. Vous restez avec nous. On va suivre bien sûr cet après-midi donc cette marche blanche à Argenteuil en la mémoire d'Alisha, 14 ans, décédée lundi. Vous le voyez, cette marche qui va partir de son établissement scolaire, le lycée Cognac-G, où étaient également scolarisés ses 2 camarades, et qui arrivera ensuite cette marche dans le parc des Berges où la jeune fille a été frappé puis jeté dans la Seine. Nous serons sur place également avec notre envoyé spécial Antoine Forestier donc, qui suit cette marche pour nous. Dans l'actualité également de ce dimanche, Jérôme Salomon était l'invité exceptionnel de BFM TV. Le directeur général de la Santé a répondu aux questions de Jean-Baptiste Boursier, Margot de Fronville et David Doucan dans BFM Politique, alors que la situation se dégrade dans les hôpitaux d'Île-de-France. Il a notamment été interrogé sur un éventuel reconfinement. Voici la réponse de Jérôme Salomon. Écoutez. Le confinement n'est pas tabou, mais le confinement n'est pas automatique. Il dépend du contexte, il doit être justifié, il doit être expliqué et il doit être évidemment respecté. Alors, on a noté qu'on a pu être très efficace avec des mesures, vous savez, qui se complètent, qui s'ajoutent, ce que font tous les Français au quotidien, et ils sont admirables pour ça. Les mesures barrières, les mesures collectives, les mesures de distanciation, tous les outils sont en permanence sur la table et le confinement est utilisable si la situation l'exige. La situation en Île-de-France est encore différente puisque l'incidence est en train d'y augmenter, mais vous l'avez noté, elle y augmente de façon extrêmement homogène sur l'ensemble de l'Île-de-France. Il n'est pas, par exemple, possible d'isoler une ville ou d'isoler un département. Donc à chaque situation, une prise en charge différente. Et évidemment, tous les outils sont sur la table. Et s'il faut confiner, on l'a déjà fait 2 fois, s'il faut confiner, on le fera, en sachant que c'est une mesure difficile pour les Français, c'est une mesure difficile aussi pour les soignants. Et donc ce rendez-vous à ne pas manquer, c'est cette rediffusion ce soir à 21h et à 23h30 sur BFM TV de cette interview de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé et invité exceptionnel de BFM Politique. Nous accueillons en plateau Benjamin Davido. Merci d'être avec nous, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, médecin référent de crise Covid-19. On le voit, le gouvernement se tient prêt à reconfiner. En tout cas, pour l'Île-de-France, au vu de la situation, est-ce que selon vous, il faut reconfiner l'Île-de-France ? Disons que c'est très compliqué. J'ai du mal à penser qu'on va atteindre cette date symbolique du printemps sans reconfiner. Parce que tenir 4 à 6 semaines encore dans la situation actuelle, ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on voit les courbes, parce que souvent on se compare à mars 2020, ça fait tout juste un an, c'est qu'il y a un an, il n'y avait pas de malades autres que les malades du Covid à l'hôpital. Et donc cette vague qu'on voit de moitié, finalement, l'autre versant, ce sont les malades non atteints du Covid. Et qu'aujourd'hui, j'étais de garde hier, j'ai une 30aine d'appels d'infectiologie pour des malades hospitalisés dans l'Île-de-France. Il y a un véritable travail, un véritable challenge, et c'est un jeu d'équilibriste. Et sur la durée, j'ai peur que les équipes n'arrivent pas à gérer. Et il ne faudrait pas qu'on arrive à devoir trier les patients, comme ça avait été
à un moment donné une question l'année passée. Et donc, ça me paraît extrêmement difficile, sauf si la campagne de vaccination s'accélère très rapidement et que d'autres mesures viennent s'ajouter. Une situation, vous le dites, qui n'est pas comparable à celle du printemps dernier, 2020. Qu'est-ce qui explique la dégradation cette année ? Alors je pense surtout que la réalité, quand on regarde finalement ces vagues successives qu'on a vécues, je ne sais pas s'il faut parler d'une troisième vague, peu importe, elles font quand même suite à des périodes de vacances propices à des mouvements de population. Et dans le choix qui a été fait de ne pas reconfiner il y a plusieurs semaines, il aurait probablement fallu limiter les déplacements. Et aujourd'hui, à défaut d'avoir limité les déplacements des individus, ce sont les patients atteints qu'on déplace sur le territoire, ce qui est dommage. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous également. Le gouvernement joue-t-il sa dernière carte avant le reconfinement, notamment avec ces transferts de patients sur lesquels on va revenir, Anne? En tout cas, on a senti une inflexion assez spectaculaire dans la communication gouvernementale. Évidemment, Jérôme Salomon est en lien politique très étroit avec le gouvernement. Il conseille évidemment les décisions que prend le gouvernement. Il y a 5 jours, il disait le confinement n'est pas à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, il dit s'il faut confiner, on le fera. On a vu aussi ce matin que dans ces images qui sont montrées, on a un porte-parole du gouvernement qui embarque avec lui des caméras de télévision pour montrer ces transferts de patients directement depuis le tarmac de l'aéroport d'Orly. Évidemment, tout ça n'est en aucun cas innocent. Il n'est pas question de montrer simplement cette image. On sait qu'elle est très forte. On a vu notamment la difficulté de hisser le patient jusqu'à l'avion. On sait que c'est une mesure qui est dure. Il faut énormément de précautions pour transporter ces malades. Donc évidemment, quand on montre ces images particulièrement dures, particulièrement impactantes pour les Français, on les prépare aussi à un éventuel reconfinement. D'ailleurs, les professionnels de santé ne s'y trompent pas. Il y en a certains qui disent, parce que ce sont les chiffres qui ont été donnés par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce matin, qu'une centaine de patients en une semaine, ça ne suffira pas à éviter la troisième vague qui est en train d'arriver du côté des réanimations. D'ailleurs, Jérôme Salomon a même complété les déclarations du porte-parole du gouvernement à midi sur notre antenne. Il a parlé de 80 à 85 départements dans lesquels désormais le variant est majoritaire. Ça veut dire que donc ces départements, à un moment ou à un autre, eux aussi vont être touchés par peut-être des réanimations particulièrement saturées. Donc les transferts de patients, de toute façon, à un moment, trouveront leurs limites dans le fait que certaines régions vont rejoindre les régions sous surveillance. C'est pour ça que la majorité des professionnels de santé appellent aujourd'hui, en tout cas en concernant l'Île-de-France, à un reconfinement, au moins à des mesures extrêmement fortes de limitation de circulation du virus. Et on sent bien aussi dans l'expression gouvernementale qu'on est en train d'y préparer l'opinion. On va parler de ces évacuations. C'est l'un des axes qui est mis en avant, peut-être l'un des derniers avant de passer à des mesures plus strictes, peut-être un reconfinement. 3 nouvelles évacuations ont eu lieu aujourd'hui de patients Covid en réanimation. Ils sont partis de Meaux ce matin, en région parisienne, puisque c'est là que les établissements sont saturés, évacués en avion vers Orly, depuis Orly jusqu'à l'hôpital de Bordeaux. 2 d'entre eux sont concernés. Thomas Herman, vous êtes justement devant ce CHU de Bordeaux qui va les accueillir. Est-ce que les patients sont arrivés? Comment ça va se passer pour eux désormais? Oui, les patients sont arrivés en début d'après-midi. Ils sont désormais pris en charge dans ce service de réanimation du CHU de Bordeaux. Alors comment s'est déroulé ce transfert de ces 2 patients? Eh bien, tout a commencé ce matin à l'hôpital de Meaux, où le SAMU les a pris en charge depuis cet hôpital à Meaux en direction de l'aéroport d'Orly. SAMU qui arrive sur le tarmac, on procède au transfert entre l'ambulance et l'avion médicalisé. Avion qui a décollé à 11h30. L'avion s'est posé à Bordeaux à 12h30. Et là, même scénario, une ambulance du SAMU est présente sur le tarmac pour effectuer le transfert depuis l'aéroport de Bordeaux en direction du CHU. Ces patients, qui sont-ils? Eh bien, il y a un premier patient âgé de 33 ans, un second âgé de 70 ans. Ils sont désormais entre les mains du CHU de Bordeaux et de possibles transferts pourront avoir lieu la semaine prochaine. On parle d'un TGV médicalisé en fin de semaine. La Nouvelle-Aquitaine pourrait potentiellement accueillir de nouveaux patients, mais tout ça est en train de s'organiser, car si jamais on accueille de nouveaux patients, il faudra procéder à des déprogrammations, notamment au CHU de Bordeaux. Mais tout ça, c'est dans le but de désaturer les services de réanimation, notamment en Île-de-France. Merci beaucoup Thomas Herman, donc devant l'hôpital de Bordeaux avec Philippe Vigneault pour BFM TV. 2 patients donc, qui arrivent d'Île-de-France à Bordeaux aujourd'hui. Le patron du SAMU du Val-de-Marne, d'où sont partis ces patients, a donné des précisions sur leur âge. L'un d'eux notamment est très jeune. Ces 2 patients-là, il y en a un qui, je crois qu'il a 33 ans et un qui a 70 ans. De manière générale, on note ces derniers temps une légère diminution de l'âge moyen des patients et de l'âge médian dans les patients réanimatoires.
Benjamin Davido, ce qui surprend, c'est l'âge de l'un de ces deux patients, 33 ans. Il est très jeune. La moyenne d'âge des patients atteints de ces formes sévères, elle est en baisse actuellement ? En tout cas, ce qu'on observe, c'est une diminution entre 5 et 10 ans pour la plupart des patients hospitalisés, probablement due à deux effets. La première, c'est que actuellement, il y a un fort taux d'incidence, c'est-à-dire un certain nombre de contaminations qu'on impute aux variants et qui fait que vous avez ce qu'on appelle un effet de loupe, ce qui s'est passé lors de la première vague, et puis aussi probablement un effet qui commence à se sentir de la vaccination chez les tranches d'âge les plus âgées, notamment en EHPAD et les plus de 75 ans, qui fait que finalement vous enlevez aussi également les soignants et les personnes qui ont été contaminées lors de la première vague, et donc le virus va toucher ceux qu'il n'a pas frappé jusqu'alors, ce qui explique les hospitalisations plus jeunes, ce qui a été observé dans les autres pays, c'est pas un mal français, ce qui est très très clairement observé en Israël, où notamment ils commencent à vacciner les jeunes adolescents, parce que justement la réalité c'est que le virus n'épargne personne. Les évacuations de patients Covid en réanimation, est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous ? Je pense qu'idéalement, faute de mieux, on ne peut pas déplacer les soignants comme ça a été fait lors de la première vague, puisque pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, on a les autres patients et que toutes les régions, tous les hôpitaux œuvrent aujourd'hui pour soigner à la fois des malades Covid et des malades non Covid. C'est extrêmement compliqué parce que d'abord, le volant, on voit bien que le chiffre ne suffira pas à contenir la vague sur plusieurs semaines, très clairement. Et puis, c'est extrêmement compliqué parce qu'à la différence de mars dernier, les visites sont autorisées à l'hôpital, les dépistages aujourd'hui sont massifs et donc je pense que certaines familles ont du mal à comprendre qu'on transfère des patients d'un endroit à un autre. Et donc je pense que c'est extrêmement délicat et ça va probablement poser des soucis pour arriver à quelque chose d'exhaustif qui suffirait à lui seul d'absorber la vague actuelle. Dans la stratégie de sortie de crise sanitaire des autorités, il y a aussi la vaccination sur laquelle elle joue gros. Un 4e vaccin, Johnson & Johnson, devrait être administré en France le mois prochain. Mais c'est le 3e vaccin, celui d'AstraZeneca, qui continue de faire débat. 4 pays, vous le voyez, ont décidé de suspendre la vaccination avec. Il s'agit du Danemark, la Norvège, de l'Islande et de la Thaïlande à cause d'effets secondaires rapportés, notamment des cas de thrombose. Sur BFM TV, un peu plus tôt, Jérôme Salomon, lui, a défendu ce sérum AstraZeneca sur ses bénéfices. Écoutez. Première question, c'est est-ce que cet effet secondaire est lié ou pas au vaccin ? Première enquête. Deuxième question fondamentale, est-ce qu'il y a plus de cet effet secondaire chez les vaccinés que chez les non-vaccinés ? Donc, quand on parle notamment de maladies thromboemboliques. Et troisièmement, est-ce que si cet effet secondaire est avéré, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, est-ce que ça modifie la balance bénéfice-risque ? Alors, aujourd'hui, le bénéfice... Quelles sont les réponses ? Alors, les réponses, elles ont été apportées par l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui a fait un point encore hier soir. Pour elle, le signal n'est pas corrélé aujourd'hui à ce lot ou à plusieurs lots d'ailleurs qui circulent en Europe. Deuxièmement, il n'y a pas plus de maladies thromboemboliques chez des sujets vaccinés que chez des sujets non vaccinés, ce qui est rassurant. Et troisièmement, et c'est le message principal, la balance bénéfice-risque est extrêmement favorable au vaccin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bénéfice d'être vacciné quand on a 80 ans, quand on est diabétique, quand on est obèse, et donc on est protégé contre l'infection, est considérablement plus important que les effets secondaires, qui appartiennent d'ailleurs à toute la classe des produits de santé. Le bénéfice-risque favorable, dit Jérôme Salomon. Vous êtes d'accord, docteur Davido, pardon ? Oui, je crois que ça fait consensus au sein des médecins et de la classe scientifique. D'abord, il faut rappeler qu'encore une fois, comme ça a été expliqué, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de lien de causalité et on a des antériorités, notamment dans le domaine de la vaccination. Et aujourd'hui, on voit bien, on est en train de discuter des transferts, de la complexité de l'épidémie qui essaie de démarrer. Et si on venait mettre un coup de frein à la vaccination, on serait perdant-perdant, c'est-à-dire qu'à posteriori, on va montrer qu'il n'y a pas de lien de causalité, il n'y a pas de lien fort. Et il y a encore des nouvelles données de l'ANSM hier qui ont montré, je crois, c'est 0,6% le taux d'effet indésirable lié au vaccin AstraZeneca, un peu moins 0,3% pour les autres vaccins. On est dans quelque chose qui est extrêmement faible, extrêmement résiduel et dont le bénéfice de la vaccination collective l'emporte largement sur les effets secondaires qui sont, il faut le rappeler, dans 3/4 des cas des effets bénins, c'est-à-dire sans conséquences à moyen terme pour l'individu qui aurait présenté des effets suite à la vaccination. Docteur Davido, vous restez avec nous. On vous retrouvera dans notre prochain journal. Également dans l'actualité, on vous parle de cette information. Un policier a tué un homme qui l'avait agressé par arme blanche. Ça s'est passé peu avant midi, aux alentours de 11h, dans le 18e arrondissement de Paris. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête, mais pas de notion pour l'instant de terrorisme. Laura Tapiro, vous êtes sur place. Que s'est-il passé exactement ?
Alors, selon la préfecture de police, vers 11h, rue des Amiraux, dans le 18e, un policier en VTT était en train de garder les vélos de ses collègues qui étaient en intervention sur un différend familial. C'est à ce moment-là qu'un homme s'est rapproché du policier et l'a menacé à l'aide d'une arme blanche, d'un couteau. Le policier a ensuite sorti sa matraque et l'individu a pris la fuite. Le gardien de la paix a ensuite poursuivi cet individu sur plusieurs rues, arrivé à l'angle rue Boineau, Championnet et Poissonnière. Il voit l'homme se retourner et tenter de lui donner des coups de couteau. Pour se défendre, le policier a fait usage de son arme de service et a abattu l'individu. Une enquête de l'IGPN est ouverte pour déterminer les circonstances de l'utilisation de cette arme à feu. Alors à ce stade de l'enquête, selon une source policière, ce ne serait pas un acte terroriste. Sur place, un périmètre de sécurité a été installé. Plusieurs rues sont bloquées à pied ou en voiture. Et vous le voyez sur ces images de Yoann Chérifi, la police scientifique est sur le terrain en train d'enquêter pour comprendre ce qu'il s'est passé. Enfin, attention, si vous devez vous déplacer, la préfecture de police demande aux personnes d'éviter ce secteur. Merci beaucoup Laura Tapiro, donc dans le 18e arrondissement de Paris pour BFM TV. On va reparler à présent d'Argenteuil. Argenteuil, où vous le savez, cette jeune fille de 14 ans, Alisha, est décédée après avoir été tabassée puis jetée dans la Seine par 2 de ses camarades lundi dernier. Une marche blanche a lieu aujourd'hui pour lui rendre hommage. On va retrouver Antoine Forestier. Antoine, la marche va pas tarder à partir. Vous êtes devant le lycée Cognac G où était scolarisée Alisha. Oui, vous le constatez sur ces images d'Anthony Brault, il y a déjà plusieurs centaines de personnes présentes ici. Le rendez-vous, c'était 14h, le début de la marche entre 14h15 et 14h30. Et en effet, le rendez-vous a été donné devant ce lycée où était scolarisée la jeune Alisha. Énormément de monde présent pour lui rendre hommage. Cette marche blanche organisée par sa famille, qui a notamment distribué des t-shirts sur lesquels on peut lire « Stop harcèlement et justice pour Alisha ». Il y a également beaucoup de fleurs qui ont été déposées devant ce lycée. Et dans quelques minutes, la foule va s'élancer dans les rues d'Argenteuil pour rejoindre le parc des Berges, à peu près 500 mètres d'ici, où un podium a été installé, un grand espace, et des prises de parole sont prévues de la part de la famille d'Alisha, notamment ses parents qui, s'ils en ont le courage, la force, s'exprimeront. Sinon, ce sera son cousin qui devrait prendre la parole. Le début de la marche est donc prévu dans quelques minutes. Merci Antoine Forestier. Nous retrouverons avec Anthony Brault dans un instant pour suivre ce cortège qui va donc s'élancer. Reviendrons sur cette affaire également avec nos invités et nos spécialistes en plateau dans notre prochain journal. On vous le rappelle, Alisha, 15 ans, a été retrouvée morte, noyée lundi dernier dans la Seine. Et une marche blanche a lieu actuellement au départ d'Argenteuil. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Regardez votre programme avec le drive à prix dépôt de Brico Dépôt pour réaliser tous vos travaux. Cofidis présente préjugé numéro 6. Les femmes ont toujours froid. Préjugé. Pour le crédit aussi, oubliez vos préjugés. En ce moment, profitez d'un taux à 2,99% sur 48 mois. Appelez Cofidis au 31 55. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous ? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir ? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique à partir de 129 € par mois et sans aucune condition de reprise. Commandez le meilleur de la culture et de l'innovation sur Fnac.com. Et retirez vos achats en 1 heure en magasin. Fnac. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture ? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne.
Vraiment facile, rapide et sûr. Je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Assez de prise de tête. Assez des imprévus. Hey Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour, dans une jolie forêt. On n'en fera jamais assez pour la famille. Nouveau Tiguan hybride rechargeable. Volkswagen. Découvrez notre gamme hybride électrique pendant les portes ouvertes les 13 et 14 mars. En ce moment, la nouvelle ID.3 est à partir de 159 € par mois. Des millions de micro-ondes. Pourquoi Des milliers de machines à laver. Pourquoi Et plus encore de réfrigérateurs. Plus de 6 millions d'appareils électroménagers seront jetés en France cette année. Nous n'avons plus les moyens de jeter. Réparons. Darty s'engage pour vous aider à choisir des produits plus durables et à les réparer. C'est ça, le nouveau contrat de confiance. Êtes-vous prêts ? Prêts à faire l'expérience Opel Corsa et découvrir l'excellence allemande ? Précision et plaisir de conduite. Innovation au service de votre sécurité. Technologie embarquée, design affirmé et bien entendu, qualité de finition allemande. Maintenant, vous êtes prêts. En ce moment, pendant les Opel German Days, l'excellence allemande est à partir de 12 250 €. Ça, c'est Opel. Just move on up toward your destination. Though you may find Nouvelle Seat Leon hybride rechargeable. complication. Profitez-en maintenant et payez en 2022. Ça, c'est moi. Je suis votre assiette. Et je vous connais bien. Je suis avec vous 3 fois par jour, tous les jours. Et ça, depuis toujours. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut manger plus sain, plus varié, plus équilibré. Mais personne ne parle d'argent. Pour un Français sur 2, ça reste trop cher. Pour que chacun y ait accès, Leclerc lance l'équilibre alimentaire pour tous. 21 repas pour 21 €. Une semaine de repas équilibrés pour une personne. Leclerc. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. Oh no, I'm the talk of the town. I know you feel it. Transition, la lumière sous contrôle. Dispositif médical. Nouveau. Transition signature genuine. Demandez conseil à votre opticien. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. En mars, pendant le mois sans condition chez Nissan, venez découvrir la série limitée Nissan Juke Enigma, sans apport et sans aucune condition. AutoHero, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu ? Vous commandez. AutoHero livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. AutoHero, achetez votre voiture facilement en ligne. 1307 articles sur les véhicules électriques. 47 heures de vidéos très excitantes. Sur le plaisir d'en conduire un. 14 dimanches à étudier les temps de recharge. Quand tout à coup... une étincelle. Pendant les Lion Days Peugeot, le i2008 est à partir de 189 € par mois. Candice a enfin trouvé la bonne lampe pour son intérieur. Mais voilà, elle se trouve à un bon 2 jours de marche de chez elle. Heureusement, elle sait qu'elle peut se faire livrer et remplacer ce long voyage par 2 clics. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie.
Le temps reste instable ce dimanche avec une activité même un petit peu plus marquée cet après-midi sur les régions de l'Est avec du grésil, des averses et de la neige à basse altitude. De l'instabilité également sur le sud-ouest, au pied des Pyrénées où la neige tombe également. Et puis ce vent soutenu sur le quart sud-est et notamment aux extrémités de la Corse. Alors demain matin, on va conserver ce temps instable sur la majeure partie du pays. Une activité plus marquée du massif central jusqu'aux régions de l'Est, de la neige à basse altitude sur l'ensemble des reliefs. Toujours un risque d'avalanche élevé sur les Alpes. Et puis pluie et neige mêlée du côté de l'Alsace ou encore sur le Jura. Le vent toujours présent en Méditerranée mais qui aura quand même faibli par rapport à ce dimanche. Dans le courant de l'après-midi, peu d'amélioration, toujours pas mal d'instabilité. Toujours une instabilité plus marquée du massif central jusque sur les Alpes où la limite pluie-neige devrait remonter au-dessus de 800 à 1000 mètres. Le soleil toujours présent mais sur l'extrême sud-est et sur la Corse où le vent sera toujours présent mais donc un cran en dessous par rapport à ce dimanche. Les températures au lever du jour comprises entre 1 et 9 degrés. 1 à Aurillac, 7 à Paris, 9 à Biarritz, Perpignan et La Rochelle. Et dans le courant de l'après-midi, les valeurs remontent tout doucement sur les régions du nord. Elles seront comprises du nord au sud de 8 à 17 degrés. 8 à Aurillac, 12 à Paris, 17 degrés, ce sera à Nice. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bientôt 14h30, bienvenue dans Non-Stop Weekend si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Cet hommage à Alisha cet après-midi à Argenteuil. Une marche blanche est actuellement organisée en mémoire de la jeune fille de 14 ans, assassinée lundi par 2 adolescents de 15 ans avant d'être noyés. Ils sont actuellement mis en examen. Nous suivrons le cortège avec Antoine Forestier sur place, auquel s'est joint la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Nous évoquerons également l'affaire avec nos invités et nos spécialistes en plateau. Jérôme Salomon était l'invité exceptionnel de BFM TV. Aujourd'hui, la situation a tendance à se dégrader en Île-de-France. S'il faut confiner, on le fera. Le confinement n'est pas tabou, indique-t-il. Le transfert de patients n'est pas un échec, ajoute le directeur général de la Santé. 3 nouveaux patients atteints de Covid-19 évacués aujourd'hui d'Île-de-France en direction d'hôpitaux de l'ouest du pays, à Bordeaux et à Nantes. Le porte-parole du gouvernement a participé à l'un des convois et annonce une centaine de transferts la semaine prochaine pour désengorger les établissements franciliens. Mais avant cela, ce drame qui a marqué les esprits et ému beaucoup de Français. Lundi dernier à Argenteuil, Alisha, 14 ans, est morte après avoir été passée à tabac puis jetée dans la Seine par 2 de ses camarades. Une marche blanche a actuellement lieu pour lui rendre hommage aujourd'hui. Départ, vous le voyez, devant le lycée Cognac-G où était scolarisée l'adolescente. Et c'est là que l'on vous retrouve, Antoine Forestier. Cette marche blanche, elle a lieu dans cette ville toujours traumatisée par le drame. On a vu les gerbes de fleurs qui continuent jour après jour d'être déposées devant le lycée notamment. Oui, la population d'Argenteuil qui est extrêmement nombreuse ici pour venir rendre hommage à Alisha, cette adolescente de 14 ans qui a été tuée ce lundi. Le point de départ, vous l'avez dit, c'est devant le lycée où elle était scolarisée. Et il y a actuellement pas mal de monde qui est juste devant quelques prises de parole, juste devant la porte d'entrée du lycée. Vous le voyez sur ces images d'Anthony Brault avec des ballons blancs, des drapeaux français, des fleurs qui ont été déposées. La famille qui s'est organisée et qui a également imprimé des t-shirts sur lesquels on peut lire « Justice pour Alisha » et « Stop harcèlement ». Les collègues, les camarades d'Alisha qui sont venus en nombre pour lui rendre hommage, on compte facilement plus d'1 millier de personnes, déjà certainement beaucoup plus. On aura un meilleur aperçu tout à l'heure lorsque la marche s'élancera dans les rues d'Argenteuil. Le point d'arrivée de cette marche est le Parc des Berges qui est situé à peu près 500 mètres d'ici, où un podium a été installé, où des prises de parole auront lieu. Ce sera uniquement la famille, soit le papa, soit la maman, voire le cousin d'Alisha qui s'exprimera face à la foule. Il y a des politiques ici, à noter la présence notamment de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, mais a priori, les prises de parole seront réservées uniquement à la famille. Merci beaucoup Antoine Forestier, on revient vers vous bien sûr tout au long de l'après-midi à Argenteuil pour cette marche blanche. Vous êtes avec Anthony Brault, avec nous en plateau, Alexandra Gonzalez qui nous a rejoint. Bonjour Alexandra, journaliste police-justice à BFM TV, et Emmanuel Masson qui est toujours avec nous, porte-parole du ministère de la Justice. On va d'abord rappeler ce qui s'est passé lundi à Argenteuil, Alexandra. Alors lundi après-midi, Alisha, la victime, retrouve sur les quais de Seine une camarade de classe qui lui a fixé rendez-vous. Donc elles se rendent à cet endroit. Il est à ce moment-là, l'heure n'est pas encore bien déterminée, mais il est entre 14h et 16h. Et lorsqu'elles arrivent sur place, en réalité c'est un
traquenard. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un véritable traquenard mortel qui se referme sur Alisha, puisque là se trouve un autre jeune camarade de leur classe qui a 15 ans, comme la mise en cause. Tous les deux ont 15 ans, la victime a 14 ans. Et le jeune garçon s'était caché derrière un pilier. Il sort quand les deux jeunes filles arrivent et il se met à frapper, d'après ce qu'ils ont pu raconter aux enquêteurs, il se met à frapper la jeune fille Alisha au visage. Elle tombe à terre, elle est encore consciente, vivante, mais il décide de jeter son corps dans la Seine. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que va devoir déterminer, c'est ce que vont devoir déterminer les juges d'instruction en charge de cette enquête. Mais ce qui se dessine pour l'instant, c'est un climat d'humiliation qui durait depuis déjà quelques semaines, d'harcèlement envers la victime, qui ont conduit ce jour-là à la mort d'Alisha, qui avait donc 14 ans. Vous évoquez une enquête, où en est-on de cette enquête? Alors les deux mis en cause, donc deux adolescents de 15 ans qui étaient dans la classe d'Alisha, un garçon et une fille, ont été mis en examen après avoir été interpellés et placés en garde à vue, mais en examen pour assassinat. C'est une qualification extrêmement grave, au vu de l'âge en plus des victimes. Ça veut dire que la préméditation est retenue par le parquet. Ils ont tous les deux été placés en détention provisoire. Ils sont actuellement en prison pendant que l'enquête avance. Et cette enquête, elle va devoir déterminer comment ces deux adolescents en sont arrivés là, quelles ont été leurs motivations, quels ont été leurs rôles ce jour-là, qui a fait quoi précisément, et jusqu'à un jour arriver à un procès. Emmanuel Masson, la justice est souvent pointée du doigt dans ce genre d'affaires, dans les suites de ce genre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elle est trop laxiste ou indulgente? Alors, je ne suis pas sûre que la justice soit pointée du doigt dans ce genre d'affaires en particulier, ce genre d'affaires criminelles, où en réalité vous avez une instruction judiciaire, donc comme Mme Gonzalez l'expliquait, qui est là pour faire toute la lumière sur ces faits. L'idée, c'est de déterminer bien sûr la responsabilité des uns et des autres, mais aussi de comprendre tout ce cheminement. Une instruction judiciaire, c'est bien sûr des faits qui sont examinés, mais aussi des personnalités. Ce sont des expertises psychologiques, psychiatriques, des enquêtes de personnalité et tout simplement un environnement. La justice en matière criminelle, elle prend un certain temps, tout simplement parce que la loi prévoit que l'instruction est obligatoire. En matière criminelle, un juge d'instruction est obligatoirement saisi pour faire toute la lumière sur les faits, avant de saisir une juridiction de jugement. Si vous évoquez la remise en cause de la justice des mineurs, qui a été longtemps considérée comme trop lente, il y a un code de justice pénale des mineurs qui a été adopté et promulgué très récemment, qui va entrer en vigueur au mois de septembre prochain, et qui partait justement de ce constat de textes un peu éparpillés au fil des années, qui n'étaient plus très lisibles, et d'une réponse qui arrivait en moyenne 18 mois après la convocation d'un mineur. Et donc, le constat a été fait que cette réponse n'était pas assez rapide et pas assez adaptée à ces personnalités, à ces jeunes gens. Donc, ce code de justice pénale des mineurs, il apporte une plus grande célérité, puisque les mineurs qui auront commis des infractions, à partir du moment où ils sont convoqués devant la justice, ils seront jugés dans un délai de 10 jours à 3 mois sur leur culpabilité, à savoir est-ce qu'ils ont commis ou pas les faits qui leur sont reprochés. Ensuite s'ouvre toute une période dite de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois avant que le tribunal décide de la sanction qui va être prononcée contre eux. Là, je vous parle de la délinquance des mineurs générale, des délits. En matière criminelle, une nouvelle fois, il y a forcément une instruction judiciaire avant que ces mineurs soient jugés et passent devant un tribunal, une cour d'assises criminelle ou un tribunal pour enfants criminels quand ils sont plus jeunes. Alors, parmi ces deux auteurs présumés, il y a ce jeune garçon de 15 ans dont l'avocat Franck Berton réclame qu'il soit placé en centre éducatif fermé et non pas en détention. Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est que actuellement, ils sont en prison. Alors, en prison pour mineurs, c'est-à-dire que les mineurs, actuellement, ils ne sont bien sûr pas incarcérés dans les mêmes prisons que les majeurs. Soit il y a des quartiers spécifiques pour les mineurs dans les prisons, soit il y a des établissements pour mineurs, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Le centre éducatif fermé, c'est ce qu'on appelle une alternative à la prison. C'est-à-dire que c'est un foyer dans lequel un mineur qui a commis des infractions peut être placé avec un certain nombre d'obligations et d'interdictions dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Pourquoi centres éducatifs fermés? Parce que ce sont des centres très spécifiques dans lesquels il y a un encadrement éducatif très important et avec beaucoup d'obligations qui sont mises aux mineurs et qui vont séquencer toute leur journée pour qu'ils reprennent tout simplement un rythme normal et des études, des suivis psychologiques éventuellement le cas échéant. Vous voyez toujours ces images en direct donc à Argenteuil devant le lycée Cognac-G où était scolarisé Alisha, 14 ans, qui est décédé lundi. Cette marche blanche qui va se rendre jusqu'au parc où est décédée la jeune fille qui a donc été frappée puis jetée dans la Seine. Que sait-on des meurtriers présumés de ces deux adolescents de 15 ans, Alexandra? Ils étaient donc en classe depuis septembre dernier avec Alisha, la victime. Ils entretenaient tous les deux une relation amoureuse d'adolescents. La mère du jeune homme a pris la parole, notamment sur BFM TV. Elle a décrit son fils comme un garçon qui était auparavant très renfermé, qui passait beaucoup de temps sur son ordinateur, qui avait peu de sorties sociales et qui depuis septembre avait changé. Elle le voyait différent, beaucoup plus à l'extérieur de la maison. Elle dit qu'elle reconnaissait presque plus son fils. En tout cas, elle tombe des nues comme peuvent l'être n'importe quel parent dans cette situation parce qu'elle dit que son fils n'avait jamais montré de violence particulière. Pour la jeune fille, c'est plus compliqué de connaître son profil parce que personne de sa famille n'a pris la parole jusqu'à présent, pas même son avocate ou son avocat. Et on sait simplement qu'elle a un parcours familial très compliqué, très chaotique. Mais bon, voilà, tous les deux ont 15 ans et tous les deux sont aujourd'hui en prison pendant que l'instruction se déroule et va permettre d'éclairer, on imagine, les motivations et les rôles de chacun. Et qu'est-ce qu'ils risquent, ces deux adolescents? Alors, ils ont 15 ans, donc ils vont être jugés comme des mineurs de moins de 7 ans, c'est-à-dire qu'ils risquent jusqu'à 20 ans maximum s'ils sont jugés pour assassinat un jour. Il faut savoir que pour ces mêmes faits, un adulte, dans cette situation, lui, risquerait une peine de prison perpétuité. Mais lorsqu'on est adolescent, la justice est différente. Entre 16 et 18 ans, elle peut écarter l'excuse de minorité et juger l'adolescent si les faits sont très graves et si la personnalité est particulière. On peut juger l'adolescent entre 16 et 18 ans comme un adulte, mais en dessous de 16 ans, c'est 20 ans maximum pour les faits d'assassinat. On va retourner tout de suite à Argenteuil pour retrouver Antoine Forestier qui suit cette marche blanche pour nous. Antoine, la marche blanche n'a pas encore commencé, mais on voit qu'il y a pas mal de monde sur place déjà. Oui, facilement plus d'1 millier de personnes présentes ici à Argenteuil. Il y a quelques minutes, il y a eu un moment de silence qui a été observé juste devant l'entrée du lycée, que vous allez voir sur ces images d'Anthony Brault. Les proches de la victime, la famille est présente ici. Et c'est d'ailleurs tous ces cousins, ces proches qui sont en train d'organiser notamment la sécurité de cette marche. Et une marche qui est en train visiblement de s'élancer. En tout cas, on commence à s'organiser pour que les participants puissent commencer à marcher. Oui, c'est le cas, voilà. C'est le point de départ de cette marche blanche qui finalement va partir dans l'autre sens. Et l'idée, c'est de rejoindre le parc des Berges à peu près 500 mètres d'ici, après un parcours dans la ville d'Argenteuil. Et c'est là-bas qu'il y aura des prises de parole. Il y a un podium qui a été installé avec un grand espace qui permettra à tout le monde de pouvoir assister, car il y a énormément de monde qui a fait le déplacement ici. Des camarades de classe de la jeune victime, des amis également, des habitants du quartier très touchés par ce qu'il s'est passé. Également pour la présence de politiques. Le maire de la ville est présent, mais il nous a dit tout à l'heure, lorsque nous l'avons interviewé, il ne prendra pas la parole. C'est à la famille de s'exprimer. C'est eux qui ont organisé. Également Valérie Pécresse, la maire de la région Île-de-France, qui a été aperçue tout à l'heure dans la foule. Antoine Forestier, on le rappelle, Alisha a été victime, le rappelle sa mère, de cyberharcèlement. Oui, exactement. C'est deux camarades de lycée avec qui elle entretenait des relations amicales. Et ce qui s'est passé il y a quelques semaines de cela, c'est que des photos de la jeune fille ont été diffusées sur les réseaux sociaux, des photos où elle était en sous-vêtements sur le réseau social Snapchat. Ces photos qui ont été diffusées largement dans le lycée, et ce qui a mené à cette embrouille entre ces trois personnes, ce qui serait l'origine de ce qui s'est passé lundi
lundi où la jeune fille a été prise dans un guet-apens, violentée, frappée à de multiples reprises et alors qu'elle était encore consciente, jetée dans la Seine. C'était sous le pont de l'autoroute A15. Une affaire qui a profondément choqué ici, que ce soit les habitants ou les membres du lycée. Un lycée qui compte près de 500 élèves qui, pour la plupart, ont fait le déplacement aujourd'hui pour rendre hommage à leurs camarades de classe. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Anthony Braud. On continue bien sûr à suivre cette marche blanche avec vous à Argenteuil. Emmanuel Masson, on parlait de cyberharcèlement. Il y a à la fois effectivement dans cette affaire la toxicité parfois des réseaux sociaux et le harcèlement qui sont tous les deux mêlés dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour mettre fin à ce genre de pratique? Alors déjà, il faut rappeler que le cadre légal a évolué en 2018 dans le cadre de la loi sur les violences sexuelles et sexistes qui a fait évoluer les infractions de harcèlement et aussi ce que M. Bellon appelait tout à l'heure le sexing. Donc sur le harcèlement moral, cette loi, elle a permis désormais de réprimer le harcèlement en ligne. Ça existait déjà, mais même quand il vient de personnes distinctes, vous voyez, parce qu'il peut y avoir seulement un message parce qu'il faut de la répétition normalement dans le harcèlement pour que le harcèlement soit constitué. Donc vous aviez cette difficulté sur Internet et sur les réseaux sociaux quand chacun n'envoie qu'un message. Et ce qui a permis de modifier ce texte, c'est de réprimer ce qu'on appelle les raids. Quand des personnes distinctes vont chacune envoyer un message et ça va forcément avoir un impact fort. Et ça, c'est désormais réprimé. En 2018, le législateur a également permis de réprimer donc, ce qu'on appelait tout à l'heure le sexing, qui est le fait de révéler soit des images, soit des sons à caractère sexuel qui concernent une personne et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Donc c'est le fait de capter ces images ou ces sons, mais aussi de les diffuser qui sont désormais réprimés. Et c'est intéressant puisque avant que ces infractions n'existent, il n'y avait pas forcément de qualification pénale adaptée et on voit se multiplier les poursuites et les condamnations sur ce genre d'infractions. Oui, et pour illustrer ce que vous disiez sur justement la loi qui a évolué sur le harcèlement moral, on a eu le cas récemment avec la jeune fille Mila qui est cyber-harcelée depuis qu'elle avait fait une vidéo polémique il y a un peu plus d'1 an. Récemment, par exemple, il y a eu 5 personnes qui ont été interpellées, qui ont été convoquées, elles vont être jugées prochainement, en juin prochain. Chacune avait fait un tweet, un message de harcèlement envers Mila, cette jeune adolescente, et pour ce tweet, ils vont être jugés pour harcèlement. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que maintenant, quand on s'inscrit dans un contexte de harcèlement en tant que harceleur, même si on n'a envoyé qu'un seul message, ce message peut vous conduire devant la justice. Et c'est un point fort et important parce que il ne suffit pas qu'une personne envoie 10 messages pour que ce soit accablant pour la victime. Un seul peut suffire quand il est envoyé par de multiples personnes. On reprend la direction du cortège qui a commencé à s'élancer depuis le lycée Cognac-G à Argenteuil, donc pour rendre hommage à Alisha, 14 ans, décédée lundi. On voit donc ces personnes, nombreuses cet après-midi, qui vont se diriger vers le parc des Berges, où le corps de la jeune fille a été retrouvé. Antoine Forestier, vous êtes sur place pour BFM TV pour suivre cet hommage, cette marche blanche, où on voit cette population massée qui vient pour rendre hommage à cette jeune fille. Et parmi les personnes présentes, il y a également, parmi les politiques en tout cas, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Oui, exactement, qui était présente tout à l'heure aux côtés des proches de la jeune fille qui a voulu aller rencontrer pour échanger avec eux. La marche blanche qui s'était lancée il y a donc quelques minutes désormais, avec un premier arrêt juste derrière le lycée. Et vous l'apercevez peut-être sur ces images d'Anthony Braud. Il y a également des associations qui ont mis des messages sur les murs. On le voit, soutien aux proches d'Alisha. Il y a des t-shirts qui ont été imprimés également pour tous les participants, avec des messages sur lesquels on peut lire stop au harcèlement, et puis le portrait de la jeune fille qui a été imprimé à de nombreuses reprises, des grands portraits également qui ont été imprimés pour lui rendre hommage. C'est la famille qui organise cette manifestation, qui a été organisée également avec le concours de la mairie, mais le maire nous le disait tout à l'heure, il ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui. Ce sera aux proches, aux parents, voire aux cousins
de la jeune fille de 14 ans décédée lundi de prendre la parole face à la foule. Un petit peu avant le départ de cette marche blanche, il y a eu un moment de recueillement, de silence, juste à l'entrée du lycée où des fleurs ont été déposées par les participants qui sont quand même très très nombreux. Ça se compte en centaines. On a largement dépassé le millier. On aura un meilleur aperçu tout à l'heure lorsque la foule empruntera le boulevard là juste sur notre droite, mais énormément de monde a fait le déplacement à Argenteuil cet après-midi pour rendre hommage à cette jeune fille. Antoine Forestier à Argenteuil pour BFM TV. Beaucoup de monde effectivement parce qu'on le disait, hein, cette ville qui a été traumatisée par ce qu'il s'est passé lundi, la mort de cette jeune fille de 14 ans qui a été donc tuée par deux de ses camarades. Une bonne justice des mineurs, Emmanuel Masson, nécessite beaucoup de moyens, des éducateurs compétents, un suivi judiciaire. Est-ce qu'on a ces moyens aujourd'hui ? Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'adoption du Code de justice pénale des mineurs, c'est qu'il s'est effectivement accompagné d'un certain nombre de moyens importants. Vous avez 72 magistrats des mineurs qui ont été désignés sur 492 juges des enfants actuellement. Alors, sur ces 72, vous n'avez pas que des juges des enfants, vous avez aussi des substituts des mineurs. Mais donc, côté magistrat, il y a eu un renforcement des effectifs. 100 greffiers supplémentaires également pour renforcer et également, si on cumule tous les postes, plus de 300 éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés et qui ont d'ores et déjà été recrutés et qui sont déjà dans les juridictions et dans les services éducatifs pour pouvoir faire face à cette réforme, l'entrée en vigueur de cette réforme dont vous avez compris que l'ambition est de pouvoir répondre plus rapidement. C'est pas qu'une ambition, c'est que la loi a changé, la procédure a changé et que donc les jugements devront intervenir plus rapidement. Il y a aussi des moyens qui ont été mis. On parlait des centres éducatifs fermés tout à l'heure. Il y en a 51 actuellement en France. Une vingtaine sont en cours de construction. Enfin, en tout cas, soit les terrains sont trouvés. Enfin, voilà. Il y a une vingtaine de centres éducatifs supplémentaires qui vont pouvoir accueillir ces mineurs lorsque la justice estime qu'ils doivent aller dans ces centres. Alors, on rappelle, Alexandra Gonzalez, ces deux adolescents qui sont les auteurs présumés de ces faits, de cet assassinat, sont mis en examen. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Ça ressemble à quoi la prison pour des ados de 15 ans ? Alors, ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. C'est une décision d'un juge, le juge des libertés de la détention, qui a estimé que leur place pendant cette enquête était en prison. Quand on est un adolescent et qu'on va en prison, il y a deux possibilités. Soit on va dans un quartier pour mineurs au sein d'une maison d'arrêt où il y a des adultes. Normalement, ce quartier pour mineurs est étanche, mais ça peut arriver que parfois les quartiers soient pas si éloignés les uns des autres. À Fleury, par exemple, un personnel pénitentiaire me disait que les cellules peuvent être parfois contiguës. Alors, les majeurs et les mineurs ne se croisent pas, mais il peut y avoir des communications orales qui peuvent parfois échapper au personnel. Donc, soit quartier pour mineurs au sein d'une prison pour adultes, soit des établissements dédiés aux mineurs. Il y en a 6 en France. Et dans ce cas-là, donc, il n'y a que des mineurs en prison. Ils sont seuls en cellule. Ils ont droit à suivre une formation ou aller à l'école. Après, ce ne sont pas les mêmes heures en quantité, mêmes heures pédagogiques par semaine, mais ils peuvent suivre cela. Et puis, ils sont toute la journée, sinon, dans leur cellule, quand ils ne sont pas en promenade ou quand ils ne sont pas en activité ou quand ils n'ont pas un suivi, par exemple, par un médecin ou un psychologue. Je précise juste qu'ils ont également, c'est la grande différence avec la prison des majeurs, c'est qu'ils ont des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, un éducateur pour 5 mineurs détenus, donc ils bénéficient aussi de ce suivi éducatif qui est très renforcé en détention. Merci beaucoup Emmanuel Masson. On va retrouver tout de suite Antoine Forestier à Argenteuil. Antoine, image très forte, on voit ce début de cortège avec les proches, la famille d'Alisha qui tiennent notamment cette pancarte avec la photo de la jeune fille et notamment les parents qui sont au premier plan. Oui, exactement. Ce sont les parents qui ont pris la tête du cortège avec les proches qui sont également en train d'organiser la sécurité autour et qui demandent pour l'instant aux journalistes de reculer un petit peu. Mais en effet, ce portrait de la jeune fille qui est brandi, il a été imprimé à plusieurs reprises, on a pu l'apercevoir. Et il est également présent sur les t-shirts portés par la famille, des t-shirts blancs. Il y a plus de 400 t-shirts qui ont été imprimés sur lesquels on peut lire justice pour Alisha, stop harcèlement. Et puis les proches qui sont actuellement en train
rejoindre ce boulevard principal de la ville d'Argenteuil. Au loin derrière, on ne le voit pas forcément sur l'image, mais c'est plusieurs centaines de mètres de foule que l'on peut apercevoir. C'est plusieurs milliers de personnes qui doivent avoir fait le déplacement ici cet après-midi à Argenteuil pour rendre hommage à cette jeune fille de 14 ans qui a été tuée lundi. On sent beaucoup d'émotion sur les visages des proches qui tiennent cette banderole pour rendre hommage à cette jeune fille. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Anthony Brault. Vous continuez à suivre pour BFM TV cette marche blanche, cet hommage à Alisha, 14 ans, qui est décédée lundi. On voit cette marche blanche donc à Argenteuil qui est partie il y a quelques minutes à peine du lycée Cognac-G où suivait ses cours la jeune Alisha ainsi que les deux auteurs présumés des faits, les deux adolescents en direction des parcs des Berges. Voilà pour ce cortège que l'on va suivre avec vous tout cet après-midi. Alexandra Gonzalez, on rappelle les faits qui se sont produits lundi et qui mettent cette population dans les mois encore aujourd'hui. Oui, cette population, puis ses parents aussi qu'on voit là au premier plan, qu'on voyait au premier plan là, tenir cette pancarte en hommage à leur fille. Leur fille a été tuée lundi après-midi. Elle a été jetée alors qu'elle était encore vivante depuis un quai de la Seine à Argenteuil. Elle était victime depuis plusieurs semaines de harcèlement, d'humiliation, de chantage par deux jeunes élèves de sa classe qui, eux, ont 15 ans, qui étaient en couple, un garçon et une fille, qui n'étaient absolument pas connus pour une quelconque violence, mais qui exerçaient sur elle, elle l'avait raconté à ses parents, ça les avait conduits à aller au commissariat, qui exerçait sur elle une pression à tel point que le jeune homme avait été exclu de l'établissement où ils étaient scolarisés tous les trois pendant un mois et qu'ils devaient passer en conseil de discipline, tout comme la jeune fille également. En février dernier, tous deux avaient diffusé une photo d'Alisha en sous-vêtements, une photo privée qu'ils s'étaient procurés tous les deux à son insu. Il l'avait diffusé, ce qui avait conduit aussi au mal-être de cette jeune fille qui s'était confiée à ses parents. Et puis donc cet engrenage terrible qui a conduit à cette journée de lundi où il lui fixe rendez-vous sur les quais de Seine à Argenteuil et d'après ce qu'ils ont raconté aux enquêteurs, d'après les premiers éléments, il la frappe, il la laisse à terre et il décide de jeter son corps par-dessus le quai et elle tombe dans la Seine où elle sera retrouvée noyée dans la soirée. Ces images, merci beaucoup Alexandra, ces images donc toujours en direct d'Argenteuil pour cette marche blanche qui s'était lancée il y a quelques minutes. Vous le suivez avec nous sur BFM TV, qui est partie du lycée Cognac-G où était scolarisée Alisha et qui va donc se rendre jusqu'au parc des Berges, tout près du lieu où est décédée la jeune fille. Nous accueillons en plateau Maître Florence Rouas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate à l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Et Ilana Wazerstein, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes psychologue clinicienne. Tout d'abord, Maître, c'est une affaire hors norme, qui a beaucoup bien sûr choqué, à la fois à Argenteuil mais dans la population française en général. Les moins de 16 ans qui commettent ce genre de fait, c'est une minorité, et une jeune fille de 15 ans en prison, c'est extrêmement rare. Oui, c'est vrai, j'entendais tout à l'heure les statistiques avancées par la représentante du ministère de la Justice, la porte-parole, et c'est vrai que quand même là, on a atteint quelque chose d'assez atypique et paroxystique, si je puis dire. On est vraiment dans le paroxysme, et on le voit d'ailleurs à la mobilisation qui est énorme, qui est, je pense, proportionnelle au ressenti national, c'est-à-dire on est tous, quelles que soient nos professions, nos statuts, on est tous quand même extrêmement sous l'émotion et choqués par cette histoire. De mon point de vue d'avocate, et a fortiori d'avocate à l'antenne des mineurs du barreau de Paris, qui a eu l'habitude, il fut un temps, je faisais beaucoup les permanences, je les fais beaucoup moins, et qui a eu l'habitude d'avoir affaire à toute la délinquance des mineurs, mais qui aujourd'hui aussi gère d'une autre manière la délinquance des mineurs et aussi l'enfance en danger, qui est un autre registre. C'est vrai que ça pose la question, même si ça n'a pas été tout à fait retenu par le procureur pour l'instant, mais du fond de cette affaire, c'est-à-dire la question du harcèlement à l'école et du harcèlement scolaire, qui est, de mon point de vue, de praticienne et de façon empirique, c'est-à-dire tel que je le vis au quotidien dans mon cabinet, pas suffisamment pris en considération par notamment les chefs d'établissement. Parce qu'il faut préciser, effectivement, le garçon et sa petite amie faisaient l'objet d'une procédure disciplinaire, étaient exclus de l'établissement au moment des faits en raison du harcèlement qu'ils avaient exercé notamment sur Alisha, notamment du cyberharcèlement. Oui,
réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut nous rétorquer ça en disant mais après tout ça a été quand même pris en considération puisqu'il y a eu cette procédure disciplinaire qui était en cours et il devait y avoir d'ailleurs je crois un nouveau conseil de discipline quelques jours après les faits. Donc mais ça prouve aussi que la réactivité n'est pas à la proportionnelle, si vous voulez, au danger. Je crois que les choses sont pas prises avec assez de mesures et en plus, non seulement il faut, si vous voulez, un caractère répressif de la part des chefs d'établissement, mais je pense qu'il va falloir vraiment prendre en considération l'aspect éducatif, c'est-à-dire vraiment faire des formations au sein des établissements, expliquer aux gens, expliquer aux enfants, même aux parents, faire des réunions. Alors, Ilana Wasserstein, on vient d'entendre avec Maître Roas cette question du cyberharcèlement dans ce dossier précis, mais on a l'impression que c'est souvent maintenant ce qui sous-tend ce genre de violence pour des très jeunes adolescents. Est-ce que c'est un phénomène qui s'observe effectivement ? Je rejoins complètement Maître Roas, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de communication véritablement avec les jeunes. Donc les parents sont censés apprendre aux enfants les valeurs, la bienveillance, le respect, la solidarité, la différence avec la cruauté, la violence. Donc d'un autre côté, ils se relaient aussi beaucoup, ils se reposent aussi beaucoup sur l'école. D'un autre côté, les jeunes vont aussi beaucoup jouer à des jeux vidéo qui eux-mêmes engendrent de la violence. Et il faut savoir que l'adolescence, c'est quand même une période de crise, une période où on remet en question un petit peu, où tous les mécanismes de défense sautent. Et on dit d'ailleurs que pour être un être humain, on va dire stable, il faut avoir une crise d'adolescence assez péchue. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de dialogue. Voilà, ils ont été punis, entre guillemets sanctionnés par l'établissement, mais au niveau psychologique, il n'y a rien qui se passe. Et puis, ce qu'on pourrait vraiment se servir de cet exemple d'Alisha et lui rendre hommage, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes dans les écoles et déjà dès la toute petite enfance. De quel type ? De type gestion des émotions. C'est tout à fait normal en tant qu'être humain de ressentir de la tristesse, de la peur, de la colère. En revanche, la cruauté, la violence, c'est déjà un autre niveau. Ensuite, ne serait-ce que dans les écoles primaires, d'avoir des actions de responsabilité civile. Qu'est-ce qu'on peut faire aux enfants pour qu'ils se sentent responsables. Et ensuite, au collège, que les actions soient un petit peu plus adaptées, évidemment, à l'âge. Mais au collège, ensuite au lycée, qu'on puisse organiser des débats, qu'on puisse leur permettre de réfléchir sur leur libre arbitre et sur les conséquences de leurs actions pour avoir reçu de nombre de jeunes qui ont été soit lynchés à la cour de récréation dans des écoles privées, ou alors des vidéos ou des photos humiliantes qui ensuite ont créé de tels traumatismes que les enfants vont développer des psychoses. Des psychoses qui vont les poursuivre ensuite toute leur vie. Alexandra ? Oui, et puis la particularité avec les réseaux sociaux, c'est que le harcèlement ne s'arrête pas à la porte de la maison. C'est-à-dire qu'on quitte la classe où on est harcelé, on quitte la cour d'école où on est harcelé, on arrive chez soi, on allume son téléphone et les faits sont encore là. Il est 15h, si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous suivez avec nous cette marche blanche en la mémoire d'Alisha, cette jeune adolescente de 14 ans décédée lundi dernier. On va rejoindre Antoine Forestier sur place. Antoine, forte participation, beaucoup d'émotions bien sûr dans cette ville d'Argenteuil qui a été très marquée par ce qu'il s'est passé. On voit en tête de cortège les proches et notamment les parents d'Alisha. Oui, on le ressent ici dans la foule qui s'est amassée et qui a pris part à cette marche blanche depuis maintenant un petit quart d'heure. Une marche blanche qui va être assez rapide puisqu'entre le lycée et le parc des Verges où se situe le podium de l'arrivée de cette marche blanche, il y a à peine 500 mètres. Mais l'important pour la famille, c'était d'être unis, comme vous le voyez sur cette image d'Anthony Brault. Ils sont tous en train de tenir cette pancarte d'Alisha. Il y avait également un portrait de la jeune fille qui était porté tout à l'heure. Des slogans que l'on peut lire: justice pour Alisha, stop au harcèlement. Cette jeune fille victime de cyberharcèlement, des photos d'elle en sous-vêtements qui ont été diffusées au sein même de son lycée sur le réseau social Snapchat et qui seraient à l'origine de ce qui s'est passé lundi. Ce guet-apens dans lequel elle est tombée par deux camarades de classe qui ensuite l'ont roué de coups avant de la jeter alors qu'elle était encore consciente dans la scène. La jeune fille est ensuite décédée noyée. Ces faits d'une grave cruauté ont vraiment choqué ici la population qui s'est mobilisée pour lui rendre hommage, et ils sont très nombreux cet après-midi, peut-être entre 1000 et 2000, peut-être même un peu plus présents pour lui rendre hommage.
Merci Antoine Forestier avec Anthony Brault à Argenteuil. On continue de suivre avec vous cette marche blanche cet après-midi en hommage à Alisha. Maître Roas, Antoine Forestier l'évoquait, il y a eu un guet-apens qui a été étendu finalement à cette jeune fille, à Alisha, lundi dernier avant l'issue dramatique de ces faits. La préméditation de l'acte, elle joue beaucoup dans ce que risquent ces adolescents mis en cause. Alors, il y a plusieurs choses. Si je réponds à votre question de prime abord, bien entendu que si la préméditation vient être retenue au bout de l'information, effectivement que ça compte parce qu'on n'est plus dans un homicide volontaire, mais on est dans un assassinat. Et donc, normalement, ils encourraient la réclusion criminelle. Comme ils bénéficient automatiquement de l'excuse de minorité, ils encourent 20 ans. Bon, c'est déjà énorme. On rappelle juste l'excuse de minorité. Alors, l'excuse de minorité, c'est le fait de, si vous voulez, de diminuer la peine du fait de la minorité des auteurs. Alors, il y a deux choses. Quand les auteurs ont plus de 16 ans, l'excuse de minorité se discute et la Cour d'assises des mineurs peut l'écarter en motivant quand elle écarte. Et en revanche, quand le mise en examen, quand le mise en cause a moins de 16 ans, ce qui est le cas, l'excuse de minorité s'applique automatiquement. Et donc on passe dans ce cas-là, puisque pour l'instant ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire ce que le procureur de la République qui représente l'accusation a retenu, c'est-à-dire l'assassinat, on passe de la réclusion criminelle à perpétuité à 20 ans de façon automatique. Mais encore une fois, je vais un petit peu à côté de la question que vous venez de me poser, c'est que pour l'instant c'est la prévention, c'est-à-dire que c'est ce qui est retenu par le procureur de la République à ce stade de l'enquête et de l'information. C'est pas forcément, c'est ce pourquoi le juge d'instruction qui a mis en examen ces deux-là a été saisi. Il a été saisi pour assassinat. Il n'est pas dit qu'à l'issue de l'information, lorsque toute l'enquête aura apporté un certain nombre d'éléments, le procureur restera sur cette qualification. Ilana Wasserstein, la mère de l'accusé, a dit qu'elle ne reconnaissait plus son fils depuis qu'il avait rencontré sa copine. Ce n'est plus le même, a-t-elle dit. De plus en plus de jeunes vivent dans un monde parallèle. Ils ont du mal à faire la différence entre le réel et le virtuel. Bon, déjà, l'adolescence fait qu'on est un petit peu centré sur soi aussi et qu'on n'est pas forcément ancré dans la réalité. Les jeux vidéo viennent encore plus accentuer cet effet et surtout ces addictions, puisque finalement il y a une perte de repère avec la réalité. Et alors ensuite, il y a cette fameuse passion amoureuse. Bon, bah, c'est un jeune, on peut dire quelque part que de manière générale, les garçons sont un petit peu moins mûrs que les filles, et puis ils sont peut-être un peu plus influençables. En tout cas, quand on est amoureux, on est influençable. Alors là, la machination, est-ce qu'il a été influencé? Ce qu'on peut percevoir, en tout cas, c'est qu'il y a une cruauté. Il y a eu à un moment donné une envie de faire mal. Voilà. En revanche, est-ce qu'ils ont vraiment eu conscience qu'ils allaient tuer? Parce que avoir envie de faire mal, nous sommes des êtres humains. Après tout, on peut être en colère, on peut avoir envie de se venger. Il y a certainement une rivalité entre les deux filles à un moment donné. Mais de là à vouloir tuer, on passe à un autre niveau. Alexandra Gonzalez, les motivations qui ont mené à ce drame, elles sont évidemment au cœur de l'enquête. Où on en est de cette enquête actuellement? Alors on est au tout début de l'enquête. Au tout début, là pour l'instant, ce qui a pu être établi, c'est avec les circonstances sur place, les relevés qui ont pu être faits par les enquêteurs. Ils ont pu trouver des indices, des traces de lutte, des traces de sang. Tout ça permet de dessiner un premier scénario avec en plus ce que les deux mises en cause ont pu expliquer pendant leur garde à vue, pendant leur interrogatoire. On dit l'interrogatoire de première comparution, c'est quand ils voient le magistrat pour la première fois avant d'être, au moment de la mise en examen. Tous ces éléments ont permis de dessiner un premier scénario. Et donc c'est pour ça que le parquet parle d'assassinat, parce que pour l'instant, ça y ressemble. Mais comme le disait Maître Roas tout à l'heure, c'est maintenant le temps de l'enquête beaucoup plus longue, qui va durer des mois, peut-être plus d'un an, peut-être deux, et qui va... enquête durant laquelle les enquêteurs vont entendre l'entourage, les amis de ces jeunes. Est-ce qu'ils avaient parlé d'un quelconque projet contre cette jeune fille? Qui était au courant de quoi? Ce jour-là, que s'est-il passé? À quelle heure? Encore énormément de zones d'ombre qui vont devoir être éclaircies par les enquêteurs et qui permettront de savoir au final, au moment du procès, ce qui s'est réellement passé. En tout cas, c'est le souhait de la famille que nos reporters ont pu rencontrer, cette famille qui est là aujourd'hui, très digne, qui se tient. On voit les parents qui sont au premier plan sur ces images. Ces parents qui ont dit à nos reporters sur le terrain, aujourd'hui,
on ne veut pas de vengeance, on ne veut pas de violence, on n'attend qu'une seule chose, c'est de comprendre comment notre fille a pu mourir à 14 ans et que la justice soit rendue. Alors on va retrouver tout de suite Antoine Forestier qui suit pour nous cette marche blanche cet après-midi à Argenteuil. Effectivement, on le voit, beaucoup d'émotions et les parents effectivement très, très dignes au premier poste avec cette pancarte et la photo de leur fille Alisha juste derrière. Tout se déroule dans le calme. Il y a un gros service d'ordre notamment sur place, Antoine. Antoine Forestier, qu'on va retrouver dans quelques instants donc, pour cette marche blanche à Argenteuil. Maître Rouas, quelle réponse peut-on apporter? Alors c'est une question effectivement très, très compliquée, mais à ce genre de violence de certains jeunes, est-ce qu'il y a de plus en plus de violence de notre jeunesse? Alors c'est vrai que c'est ce qu'on constate un peu ces derniers mois, j'allais dire à la fois dans des cadres assez différents. Alors l'affaire Samuel Paty, cet enseignant décapité au mois de octobre, pardon, les violences des rixes de bandes qui s'affrontent, que ce soit dans le 15e, sur la dalle de Beaugrenelle, que ce soit dernièrement dans le 16e, et puis maintenant cette histoire. C'est vrai qu'on a le sentiment, alors est-ce que c'est... Il y a toujours eu de la violence, et nous en tant qu'avocats, on le voit, des rixes, des bagarres, des affrontements, mais c'est vrai que là, en tant qu'avocate, c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que les choses quand même ont franchi un grade, ont franchi un stade. Et ce que je pense, très sincèrement, et c'est pas une posture d'avocate, je pense qu'il y a un élément éducatif sur lequel il faut vraiment s'attarder. Alors moi, on me répond souvent, oui, mais l'éducatif, ça fait des années, la France, qu'elle s'occupe de l'éducatif et c'est pas mieux. Alors oui et non, parce que c'est vrai que notre droit pénal des mineurs est très axé sur l'éducatif, et je crois savoir, pour avoir lu quelques articles sur la future loi qui rentre en application en septembre, que cette loi va aussi prendre en compte encore un peu plus l'aspect éducatif, et ce n'est pas anodin, parce que bien sûr qu'il faut le répressif, mais le répressif, ça vient, j'allais dire, soit de façon concomitante, adapté à l'âge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des mineurs et parfois à des enfants, soit de façon successive quand on a essayé toutes les solutions. Mais ce qui est très important, quoi qu'il en soit, c'est que nous allions de plus en plus, j'allais dire, expliquer, former, éduquer, dialoguer, échanger, communiquer partout. Partout où c'est possible, partout apprendre à notre jeunesse, du plus petit au plus grand, comme on le faisait d'antan avec les cours d'éducation civique. Je crois que ça existe encore un petit peu d'une façon un peu différente, mais je crois que ça existe encore. Un autre nom, mais mettre l'accent encore plus sur ça, sur ces cours d'éducation civique, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est expliquer les rapports entre les uns et les autres, expliquer le mal que l'on peut faire lorsque l'on insulte un camarade, lorsqu'on jette l'opprobre sur quelqu'un pour son physique, etc. Voilà. On reprend la direction d'Argenteuil, où vous le voyez, cette marche blanche continue sa progression en direction du parc des Berges, avec en tête de cortège les proches de la victime, d'Alisha, ses parents qui tiennent cette banderole, et Antoine Forestier, on le disait, cette marche qui est encadrée par un important dispositif de sécurité. Oui, pour que tout se passe bien, vu que les rues étaient parfois un petit peu étroites, notamment au début de cette marche, il y a toutes ces personnes, tous ces proches de la victime qui se tiennent la main et qui permettent que tout se déroule pour le mieux. En effet, la famille d'Alisha qui est présente ici en tête de cortège devant cette banderole hommage à Alisha. Ils tiennent des photos de la jeune fille dans leurs mains, également des portraits de la jeune fille que l'on peut voir tout au long de ce cortège. On a une meilleure vue d'ensemble désormais sur la foule, et je peux vous dire que c'est peut-être plutôt 3 à 4 000 personnes qui ont fait le déplacement cet après-midi à Argenteuil. Ils sont extrêmement nombreux. Ils sont en train progressivement de rentrer dans le parc qui se trouve juste derrière nous, où la marche va s'achever pour laisser place à des prises de parole. Un podium a été installé là aussi avec un portrait de la jeune fille, et ce sont les parents, vous voyez ici sur les images, d'Anthony Brault en tête de cortège, qui s'exprimeront face à la foule pour rendre hommage à la jeune fille et dénoncer le harcèlement dont elle aurait été victime les jours précédents son décès ce lundi à Argenteuil. Antoine, on le rappelle, Alisha avait 14 ans seulement. On va rappeler qui était cette jeune fille et aussi quelles étaient ses relations avec ses 2 camarades.
C'est une lycéenne qui était dans ce lycée professionnel et qui entretenait des relations au départ d'amitié avec ces deux personnes. Elle ne les connaissait pas depuis la rentrée scolaire. C'était une relation qui datait du mois de septembre. Il y a une relation amoureuse avec l'un des deux, puis une rupture et ensuite une relation qui s'est détériorée ces derniers temps, et notamment avec un fait majeur dans cette affaire, c'est des photos de la jeune fille en sous-vêtements qui ont été diffusées sur le réseau social Snapchat. Et dans le lycée, ces photos ont été diffusées à de multiples reprises et s'échangées sur les téléphones portables, ce qui a donné lieu à des tensions entre ces personnes, à une bagarre qui a eu lieu il y a quelques jours, et à un conseil disciplinaire pour les deux personnes qui se sont attaquées à elle, qui devait avoir lieu au lendemain de son décès. Mais ce qui s'est passé lundi, c'est que cette jeune victime a été prise dans un guet-apens, frappée à de nombreuses reprises et jetée alors qu'elle était encore consciente dans la Seine, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est noyée. Merci Antoine Forestier avec Anthony Braud, donc toujours à Argenteuil pour suivre pour BFM TV cette marche blanche en hommage à Alisha, 14 ans, décédée lundi. Ilana Wasserstein, on en parlait, ce qui choque évidemment, c'est aussi la détermination de ces deux auteurs des faits présumés, l'extrême violence face à cette jeune fille de 14 ans. Est-ce que le phénomène n'est pas aussi amplifié par les restrictions sanitaires que l'on connaît à l'heure actuelle? Est-ce que ça joue aussi dans ce genre d'actes violents aujourd'hui? Évidemment, les restrictions sanitaires engendrent un peu plus de crise paroxystique parce que les clubs de sport sont fermés. Il y a peut-être aussi une réduction au niveau des associations de quartier, des éducateurs. Il y a peut-être moins de dialogue, justement. Là, les jeunes ont été sanctionnés à l'école, mais ils n'ont pas eu d'autres interlocuteurs. Voilà, les parents du garçon peuvent dire on sentait bien que ces derniers temps, il n'était plus le même, mais à qui peuvent-ils s'adresser? Et ce jeune même, s'il veut s'adresser ne serait-ce qu'à un centre médico-psychologique de sa ville, il y a des mois et des mois d'attente. Donc il faudrait désengorger tous ces centres médico-psychologiques ou les hôpitaux de jour, les endroits où tous ces jeunes peuvent éventuellement se rendre, consulter un psychologue, avoir un dialogue. Ce qui est terrible dans cette histoire, cette affaire, Maître Roy, c'est que finalement prendre une vie ne semble plus si grave, qu'il y a une sorte de banalisation de l'irréparable, entre guillemets. Ça, je ne sais pas. Je dois vous dire que... Alors, il faut être très prudent. Il faut être prudent parce que de l'extérieur, en tout cas, voilà. Oui, effectivement, on ne connaît pas précisément c'est vrai que les intentions. On ne connaît pas très bien parce que pour l'instant, il faut être très prudent parce qu'il faut attendre de voir où va mener l'enquête, où va mener l'instruction. Vous savez, les deux mises en cause, les deux mises en examen vont être entendues par le juge. Bon, il y a eu l'interrogatoire de première comparution au terme duquel ils ont été mis en examen. Ils ont paru devant le juge des libertés et de la détention. Et le juge des libertés et de la détention a décerné un mandat de dépôt à leur rencontre. Ils ont donc été placés en détention. Et puis il va y avoir, maintenant, ils vont être entendus, ils vont être probablement confrontés. Il va y avoir surtout des expertises psychologiques, psychiatriques. Donc, si vous voulez, tout ça va apporter des éléments. Et il n'est pas sûr que ce que vous disiez, à savoir qu'il y ait une banalisation de l'acte, du passage à l'acte. Peut-être qu'il n'y a pas du tout ça. Et peut-être que l'instruction nous montrera que finalement, la première impression, parce qu'il y a les premières impressions, l'émotion dans laquelle on est un peu tous, et puis après, il y a les faits tels qu'ils sont en réalité, la personnalité de chacun des commis en examen, qui va probablement révéler des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Voilà. On reprend la direction d'Argenteuil. Antoine Forestier, vous suivez pour nous cette marche blanche et on voit que le cortège, ça y est, arrive à son point d'arrivée, c'est-à-dire le parc des Berges. Oui, exactement. C'était une marche blanche assez rapide, à peine 500 mètres entre le lycée Cognac-G, où le départ a eu lieu il y a maintenant environ une demi-heure, et l'arrivée ici au parc des Berges d'Argenteuil. Alors il y a ces personnes qui s'apprêtent à rentrer ici, qui sont bien plusieurs milliers ici derrière ces grilles, vous le voyez sur ces images d'Anthony Braud. Mais à l'intérieur du parc, il y a déjà des personnes qui n'ont pas participé à la marche blanche, mais qui sont déjà présentes. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une foule assez importante ici cet après-midi. J'estime pour l'instant à 3 à 4 000 personnes
gens qui ont fait le déplacement cet après-midi. On pourra affiner cette estimation quand on verra le monde devant le podium qui a été installé un petit peu plus loin. Un podium avec un micro et des prises de parole qui sont attendues, notamment de la part des parents d'Alisha, sa mère ou son père, qui, s'ils en ont le courage, s'exprimeront face à la foule. Le cousin également de la jeune victime devrait s'exprimer. Voilà, vous le voyez sur ces images, la foule qui peut pénétrer à l'intérieur du parc des Berges, point d'arrivée de cette marche blanche pour rendre hommage à la jeune fille de 14 ans tuée ce lundi à Argenteuil. Merci beaucoup Antoine. Effectivement, beaucoup de monde pour cette marche blanche cet après-midi à Argenteuil. Donc la foule qui est en train d'entrer dans ce parc des Berges. Alexandra Gonzalez, c'est ici que tout s'est déroulé, puisqu'un rendez-vous en fait avait été fixé à la jeune fille, à Alisha, une sorte de guet-apens dans lequel malheureusement elle est tombée. Oui, rendez-vous avait été fixé d'abord à la gare d'Argenteuil. Donc lundi dernier, Alisha retrouve en début d'après-midi sa camarade de classe et elles se rendent dans ce parc. On ne sait pas comment l'autre jeune fille réussit à attirer Alisha à cet endroit-là, qu'est-ce qu'elle lui dit à ce moment-là, mais elle se retrouve sur les quais de Seine, dans un endroit un peu isolé, le long de piliers en béton à l'intérieur de ce parc. Et quand elles arrivent, elles discutent quelques instants et très rapidement, caché derrière un pilier, l'autre mis en cause dans cette histoire, l'autre garçon, surgit alors. Et là, c'est là que commencent à pleuvoir les coups sur Alisha. D'après ce qu'ils ont pu raconter aux enquêteurs, ils ont lui a reconnu avoir frappé Alisha au visage, à la tête. Alisha est tombée par terre, il a continué à la frapper et puis, alors qu'elle était encore consciente, tous deux ont pris la décision, d'après le procureur, pour effacer les traces de violence qu'il venait de commettre, ce sont les mots qu'a employé le procureur. Il décide de jeter Alisha par-dessus le quai et elle sera retrouvée dans la soirée morte par noyade dans un mètre d'eau. Donc c'est dans ce lieu où la scène tragique que vous venez de décrire s'est déroulée qui est arrivé donc ce cortège avant des prises de parole dans un instant sur ce podium qui est installé dans le parc des Berges d'Argenteuil. Maître Rouas, quand on entend ce type de harcèlement dont était victime Alisha avant cette issue fatale, que dire à des jeunes aujourd'hui qui justement sont victimes de ce genre de faits? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? À qui ils peuvent parler? Alors moi, je pars du principe que c'est la tolérance zéro. Vous voyez, autant je suis pour l'éducatif, autant quand ça prend ces proportions-là, je suis pour la tolérance zéro. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en référer tout de suite au chef d'établissement qui doit réagir immédiatement. C'est-à-dire là, c'était le cas puisqu'il y avait une procédure disciplinaire envers les deux mis en cause. Mais il n'a pas déposé plainte. Mais peu importe, c'est vrai qu'une procédure disciplinaire était en cours. Je considère qu'aussi la personne qui se sent victime de harcèlement doit aller déposer plainte, en référer au service de police. D'ailleurs, le chef d'établissement se doit normalement également d'en référer soit au procureur de la République, soit au service de police. Et puis, réunir les protagonistes, si je puis dire, c'est-à-dire ceux qui se plaignent et ceux qui sont censés être les auteurs, et pour faire un peu la clarté, savoir ce qui se passe, c'est-à-dire faire une sorte de médiation. Vous savez, on est à une époque où la médiation est très en vogue, c'est pas pour rien, c'est pas juste une mode, c'est un mode alternatif de règlement des conflits. Ça veut dire que, bien entendu, moi je dis la tolérance zéro parce que je sais par expérience que malheureusement les plaintes pour harcèlement, elles restent comme ça et elles sont pas assez prises en considération. Je le vois dans mon cabinet, j'ai des gens qui viennent et qui considèrent et qui se plaignent que on les entend pas, on les entend pas suffisamment, qui sont obligés eux de quitter les établissements ou de faire quitter leurs enfants les établissements. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, quand je vois à quelle extrémité ça peut mener, je me dis de toute façon il vaut mieux tirer la sonnette d'alarme suffisamment à l'avance plutôt qu'après se mordre les doigts en se disant j'aurais dû et j'aurais... Voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vrai c'est pour ça qu'il faut un savant dosage et il faut un cumul de procédés. C'est-à-dire qu'il faut réunir de l'éducatif, donc de la formation, de la pédagogie, réunir quand il y a des plaintes, prendre tout de suite les choses à bras-le-corps, pas prendre ça à la légère en disant ce sont des disputes d'enfants, ça a toujours existé, de tout temps on a été, c'est pas le sujet. Dans le passé, il y avait des attitudes, certes, il y a sûrement déjà eu du harcèlement, mais aujourd'hui, si vous voulez, les choses prennent quand même des proportions qui sont inédites. Donc il faut être vraiment
vraiment extrêmement réactif, rassembler. Et si on voit que ça ne sert pas, à ce moment-là, eh bien, ne pas hésiter à déposer plainte auprès des services de police. Alexandra, peut-être. Oui, et rappeler que envoyer des photos personnelles à soi, ce n'est pas un délit. Ça, ce n'est pas répréhensible. On ne doit pas culpabiliser les personnes, les adolescentes ou les adolescents ce qui est répréhensible, ce qui est puni par la loi, mais même par de la prison, c'est de diffuser des images sans le consentement de la personne. Et ça, c'est très important de le rappeler et de faire de l'éducation, comme vous dites, dans les établissements scolaires pour rappeler que envoyer une photo personnelle de soi, ce n'est pas un délit. Ce qu'il est, c'est de diffuser cette photo. Et puis on rappelle ce numéro, le 30-20, ce numéro de lutte contre le harcèlement à l'école, notamment, numéro d'écoute et de prise en charge pour les familles et pour les victimes également. Direction le parc des Berges à Argenteuil. Antoine Forestier, vous êtes toujours sur place pour BFM TV, vous suivez cette marche blanche qui est donc arrivée et dans quelques instants vont prendre place donc ces prises de parole de la famille principalement. Non, mais on va faire comme ça, Alors Antoine Forestier qu'on va rejoindre dans quelques instants, on voit effectivement des milliers de personnes qui sont rassemblées. On est impressionné par la foule vraiment massive présente cet après-midi à Argenteuil et donc une prise de parole des proches dans quelques instants dans ce parc des Berges. Vous le voyez avec toutes ces personnes qui ont un t-shirt avec la photo d'Alisha. On rejoint Antoine Forestier, la liaison est revenue. Antoine, on le disait, ça y est, les participants donc, sont dans le parc des Berges où devrait avoir lieu une prise de parole des proches d'Alisha. Oui, c'est en train de s'organiser. C'est le point d'arrivée de cette marche blanche. Sur ces images d'Anthony Brault, vous ne voyez qu'une partie de la foule, puisqu'il y en a encore nombreux qui sont en train d'attendre à l'extérieur pour pénétrer à l'intérieur de ce parc. On parlait en début de manifestation de plusieurs centaines de personnes. C'est bien plusieurs milliers qui ont fait le déplacement ici à Argenteuil. Peut-être plus de 3000, voire 3-4 000 personnes présentes ici. Il y a ce podium qui a été installé au fond, avec le portrait de la jeune fille de 14 ans, un micro devant lequel devraient s'exprimer les proches de la jeune fille, que ce soit la maman ou le papa qui était tout le long de cette marche blanche en tête de cortège avec cette banderole hommage à Alisha. Parmi les slogans que l'on a pu voir, le harcèlement tue, stop au harcèlement. Voilà ce qu'on a vu dans la foule cet après-midi pour cette marche blanche. Pour l'instant, la foule qui attend ici en silence la prise de parole des proches de la jeune fille qui ne devrait pas tarder. Elle était prévue à cette heure-ci. Et on la suivra évidemment à vos côtés, Antoine Forestier, Anthony Brault, Alexandra Gonzalez. Cette marche blanche, elle a une importance particulière pour la famille d'Alisha aujourd'hui. Oui, encore hier, j'étais au téléphone avec l'une des personnes de la famille d'Alisha qui me disait qu'ils avaient beaucoup d'attentes sur cette marche blanche parce que pour eux, il était important de montrer qu'ils étaient dignes, qu'ils étaient là, mais ils voulaient marquer aussi cette journée qui, pour eux, est la fin d'une semaine sans fin où ils ont dû affronter le pire. Ils avaient peur que la marche se passe mal, qu'il y ait des violences, ils avaient beaucoup de crainte de ce côté-là. Finalement, on le voit, c'est une marche où il y a calme. Voilà, des milliers de personnes qui sont là, qui sont venues marquer leur soutien à la famille. Et ça, pour eux, ça va être important, j'imagine, parce qu'encore hier, ils me disaient, c'est aussi ce qui nous porte. C'est de savoir que les gens bien sont là pour nous, pensent à nous, nous envoient des messages, même si on n'a pas le temps d'y répondre, ça nous touche beaucoup, même si rien n'enlèvera notre peine, évidemment. Ilana Weserstein, c'est effectivement pour la famille un moment important qui peut les aider à surmonter leur deuil, ce genre de marche blanche d'événements. Ça fait une semaine que la famille est dans une forme d'impuissance, où ils ne font que subir. Et cette marche, c'est aussi symbolique, bien sûr, rendre hommage à Alisha, mais aussi pour la population et la famille, un moyen d'être acteur, d'être actif et de crier aussi à l'injustice, à la cruauté et de permettre aux gens de réfléchir sur leurs responsabilités à titre individuel, parce que finalement, nous sommes tous des maillons quelque part de la chaîne de l'humanité et que chacun à notre niveau, on peut agir sur justement cette forme de violence en travaillant, comme le disait Maître Roy, sur la bienveillance, le respect et puis... Quelle est la conscience finalement de quand j'envoie une photo d'une jeune fille en sous-vêtements, qu'est-ce que ça peut induire pour elle? Et ensuite, pendant des années dans sa vie, combien ça va la marquer?
Voilà. Donc tous les gens le savent très très bien tout ça, mais maintenant en faisant cette marche, c'est une manière de dire on veut plus que ça se reproduise. On dit stop à la violence. On dit stop à la violence, une violence qui pourrait toucher n'importe quel enfant. C'est en tout cas ce que disent certains parents d'élèves de ce lycée Cognac-G d'Argenteuil, d'où est partie la marche blanche il y a à peu près 1 heure maintenant, avant d'arriver, comme vous le voyez ici, au Parc des Berges. Écoutez ces parents d'élèves justement devant l'établissement il y a un instant. Alors pour moi c'est important déjà de soutenir la famille et puis l'établissement, car j'ai mon fils qui est dans cet établissement cette année et j'ai mes 2 autres plus grands qui ont aussi été scolarisés dans cet établissement, et c'est vrai que c'est vraiment dramatique ce qui s'est passé, l'insécurité de cette jeune fille, le harcèlement. Ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être mon fils. Donc je ne peux pas ne pas me sentir concernée. Ça peut être l'enfant de tout le monde. Tout le monde peut être touché, effectivement, on a entendu donc ces parents d'élèves. On va retrouver Antoine Forestier dans le Parc des Berges à Argenteuil. On le rappelle, ce parc donc, où eh bien, a été passé à tabac Alisha avant d'être jeté dans la Seine lundi dernier. Et on voit que les parents d'Alisha sont en train d'arriver et ils vont prendre la parole, a priori, dans quelques instants, Antoine. Oui, ils étaient en tête de cortège depuis le lycée Cognac-G, à peu près 500 mètres d'ici, et ils viennent d'arriver en effet dans ce parc, et il est prévu qu'ils prennent la parole s'ils en ont la force. C'est ce que nous disaient leurs proches tout à l'heure. Sinon, c'est un cousin qui prendra le relais ici sur la Seine au Parc des Berges. On attend pour l'instant que toute la foule puisse rentrer parce qu'il y a encore énormément de monde qui arrive ici. Ce sera plusieurs milliers de personnes qui vont assister à ces discours dans quelques minutes, des discours dans lesquels il faut s'attendre à des messages contre le harcèlement. C'est ce qu'on a pu voir sur les pancartes qui étaient érigées ici dans le cortège depuis tout à l'heure. Stop au harcèlement et justice pour Alisha. Beaucoup de t-shirts qui ont été imprimés par la famille. La foule qui attend ici désormais. Il y a quelques minutes, il y a eu quelques applaudissements. Le temps que tout cela se mette en place, les parents devraient être sur le podium d'ici quelques minutes pour s'exprimer face à toutes ces personnes qui ont voulu venir ici cet après-midi pour rendre hommage à Alisha. Et puis à noter également que, à l'initiative de la famille, une cagnotte a été lancée sur Internet. Plus de 500 participations, près de 12 000 euros récoltés pour aider la famille dans ces moments difficiles. Merci Antoine. Et sur ces images d'Anthony Bron, on voit également la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, présente à cette marche blanche qui donc est arrivée au Parc des Berges où on attend cette prise de parole